raconte. Christophe Andelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui 3 petites histoires criminelles qui toutes les 3 racontent à leur manière le métier d'avocat. Et vous verrez, elles sont toutes les 3 touchantes et même certaines bouleversantes. Je les ai tirées d'un livre qui est publié par les éditions Les Arènes, le livre de Maître Mo. Maître Mo étant le pseudonyme sur les réseaux sociaux d'un avocat de Lille qui s'appelait Maître Jean-Yves Moyard et qui est décédé au début de l'année 2021. Il tenait un blog dans lequel il racontait son métier et c'est de ce blog que sont tirées les histoires de son livre. En voici 3, dont 2, je le répète, vous le verrez, extrêmement touchantes. Et nous les débrieferons avec vous. Maître Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous avez bien connu Maître Mo, et vous resituerez évidemment ces histoires dans le contexte du bonhomme. Voici la première histoire, elle raconte ses premiers pas d'avocat, avec une scène très drôle dans laquelle il se prend les pieds dans sa robe. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Me voilà donc, avec une trentaine d'autres élèves avocats et leurs familles, dans la belle salle du Parlement des Flandres, à Douai. Je suis debout avec une robe d'avocat flambant neuve. C'est ma grand-mère qui me l'a offerte. Et j'ai des gants blancs. Et je dis à mon tour notre magnifique serment. Je le jure. Et je deviens avocat. Dans les heures qui suivent, j'ai droit à ma première permanence pénale, ma première audience correctionnelle et ma première plaidoirie. Ce jour-là doivent comparaître 2 garçons qui sont soupçonnés d'avoir volé à l'arraché, devant la gare de Lille, le sac d'une dame âgée. La dame s'est mise à hurler, les policiers toujours présents dans la gare ont fendu la foule, ils ont relevé la dame qui leur a donné une description des malandrins. Mais c'était 2 jeunes arabes. Il y en avait un grand, avec les yeux noirs, méchant. Dans la foule, les policiers ont repéré 2 jeunes gars qui pouvaient correspondre à la description. Tout le monde a été amené au poste. Et l'un des 2 avait un casier long comme un jour sans pain. La victime l'a reconnu. Mais lui, il a tout nié. Sachant qu'il avait sur lui la somme de 150 francs, qui correspondait à peu près à la somme contenue dans le sac à main de la dame. Avec un détail qui confondait définitivement le gars. C'est-à-dire, je range toujours mes billets dans mon porte-monnaie en les pliant 1 fois dans la largeur et 2 fois dans la longueur. J'ai appris depuis que les vendeurs de stupes font la même chose. Si ça se trouve, c'était Madame Escobar et je ne l'ai jamais su. Quoi qu'il en soit, les billets de 50 francs saisis sur notre lascar présentaient bien une trace de pli verticale et 2 horizontales. Le lendemain, le garçon et la victime se retrouvent devant le tribunal correctionnel. Et l'étudiant attardé que je suis encore est commis d'office. Et donc je rencontre mon client dans les geôles du palais. Il s'appelle Farid et appartient à la catégorie des clients ingérables. Quand j'arrive, je l'entends déjà hurler. « Relâchez-moi! Je n'ai rien fait de mal, justice de merde! Je veux voir l'avocat !» Et là, il me découvre. « Je veux pas un gamin, moi! C'est un bébé, putain! Je veux un avocat !» D'accord. Je vous demande de vous calmer. Vous êtes innocent, d'accord? Mais vous allez le dire avec une voix normale, hein? Oh, vas-y, va. Dégage, bouffon. Va changer ta couche. Il nie. Je plaiderai la relaxe. C'est tout. Je regagne la salle d'audience qui, pour ma plus grande trouille, commence à se remplir. Et là, je vois 2 types hirsutes au premier rang. Ce sont les chroniqueurs judiciaires de 2 quotidiens lillois. Bienvenue, maître. C'est pas mal, cette affaire, hein? C'est rigolo, hein, le coup des billets.
Effectivement. Dites-moi, vous n'auriez pas un billet de 50 francs ? Je vous le rendrai après l'audience. Et je le plie devant eux, exactement comme la victime, avant de le ranger dans la poche arrière de mon pantalon, un costume au champ, si je me souviens bien. Ah, c'était le début. L'audience commence, et mon Farid entre en scène. Il faut que je vous précise que notre robe, longue jusqu'à mi-mollet, comporte une sorte de queue de pie, une traîne qui est repliée à l'intérieur. Maître Mo, le tribunal se réjouit de vous entendre pour la première fois. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et là, je me lève de mon banc, et l'un de mes pieds se prend dans l'une des suspentes de ma robe, et je me retrouve allongé sur le dos, les bras en croix, tandis que tout le monde, sans exception, rit à gorge déployée. Ça va, maître ? J'espère que ça n'est pas la défense de monsieur qui s'écroule. Non, Monsieur le Président, je demande à votre tribunal de ne pas tenir compte de ce premier argument. Et là-dessus, je plaide. Et le coup du billet fonctionne. Voici le billet que j'ai dans ma poche. Je l'ai plié très exactement comme la victime. Et vous noterez qu'en le dépliant, s'agissant d'un billet usagé, il ne porte aucune trace de pliure. Aucune. Et Farid est relaxé au bénéfice du doute. Voici une histoire d'avocat que je tire du livre de Maître Mo, publié aux éditions Les Arènes. Maître Mo, c'est le pseudonyme de l'avocat lillois Jean-Yves Moyard, décédé il y a quelque temps. Maître Mo tenait un blog dans lequel il racontait des histoires qu'il avait vécues. Et voici une histoire d'accident. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au tout début de ma carrière, je travaille dans un cabinet qui a notamment pour client une chaîne très connue de magasins. Et un jour, l'un des avocats associés qui dirige le cabinet me confie une affaire. « Tenez, Moya, c'est pour vous. Faites pour le mieux, hein, c'est un très gros client du cabinet. » Alors, voilà le dossier. L'un des cadres supérieurs de l'entreprise était revenu en pleine nuit d'un voyage d'affaires dans un pays de l'Est. Son avion avait atterri à Bruxelles vers 2h du matin. Il lui restait ensuite 1h30 environ de trajet pour rejoindre son domicile à Lille. Et donc il avait réservé une grosse berline de location. Ni lui ni personne n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. Il roulait sur l'autoroute belge, à la vitesse légale de 120 km/h, enfin, c'est ce qu'établira l'enquête. Il n'avait pas bu une goutte d'alcool. Et il a brutalement perdu le contrôle de son véhicule. Et sans raison apparente, la voiture a soudain brutalement dévié de sa trajectoire rectiligne et foncé vers le muret en béton séparant les deux voies de l'autoroute. Il a voulu redresser. Il n'y est pas arrivé. Et il a percuté le muret, mal conçu, puisqu'il n'a pas arrêté la voiture. Il est passé au travers, et il a déboulé de l'autre côté, c'est-à-dire à contresens, au moment et à l'endroit précis où une voiture arrivait en face. Une jeune bruxelloise, dans une petite voiture. Les deux voitures se sont percutées frontalement. Les secours sont arrivés. Ils ont dégagé mon client de ce qui avait été une voiture de luxe. Et c'est incroyable. Il n'avait rien. Pas une griffure. En revanche, la jeune fille en face avait été broyée dans les débris de sa voiture. L'enquête a été longue et fouillée. Est-ce que vous pensez que vous vous êtes endormi ? Ah non, je ne me suis pas endormi. Vous en êtes sûr et certain ? Ah oui, certain. Est-ce que vous étiez fatigué ? Non,
J'ai dormi dans l'avion et même un peu avant le vol. J'étais pas fatigué. Je me suis pas endormi. Je sais pas ce qui s'est passé. L'enquête a établi que la chaussée était sèche et qu'il n'y avait pas de tache d'huile. La voiture a été auscultée dans tous les sens. Elle était récente. On n'a pas trouvé de défaillance technique. Le train de pneus arrière était neuf. Il y avait juste un doute sur le train avant, puisque les pneus avaient éclaté dans le choc, ou éventuellement avant le choc. Vous n'aviez rien constaté d'anormal depuis le début de votre parcours? Ben non. Rien. Un bruit suspect avant l'accident? Absolument pas. On avait observé des traces de freinage. Elles étaient cohérentes. Et il y avait un témoin qui roulait derrière. C'est d'ailleurs lui qui a appelé les secours. Je n'ai rien remarqué de particulier. Jusqu'à ce que la voiture dévie brutalement, strictement rien. Mon client n'avait pas bu. Il n'avait pas pris de drogue ni de médicaments. Il avait un passé sans tache, pas de casier judiciaire et un bonus d'assurance maximum. La jeune fille décédée avait 24 ans. Elle s'appelait Johanna. Elle était étudiante. Elle était la fille unique d'un couple de commerçants de Bruxelles. Et elle devait se marier dans 2 semaines. Et là, elle rentrait d'une soirée entre copines. Est-ce que vous avez détecté de l'alcool dans son sang? Négatif. Pas un milligramme d'alcool. Mon client a d'abord arrêté de travailler, et puis il a voulu reprendre, mais il n'était plus tout à fait le même. Il était rongé par la culpabilité. Il avait fini par accepter un suivi psychologique, mais sans grand succès. Et il avait écrit une lettre poignante aux parents de Johanna, pour leur dire à quel point il n'aurait jamais voulu se trouver là, à cet instant. C'est donc moi qui vais défendre cet homme dans un procès pour homicide involontaire en Flandre, en Belgique. Je plaiderai donc avec un confrère flamand. Le jour de l'audience, je n'emmène pas large. C'est un petit tribunal, une salle classique et ancienne. Mon client entre, costume sombre, le visage tendu à l'extrême. J'essaye de le rassurer comme je peux, à voix basse. Et puis les juges entrent dans la salle. Et là, une dame se lève, grande, fine, habillée de noir, et elle s'avance vers nous, avec un petit cadre à la main. C'est la photo de sa fille, Johanna. Elle s'arrête devant mon client, et d'une voix tremblante, les yeux plantés dans les siens, elle lui dit « Monsieur, je suis la maman de Johanna. Monsieur, je voulais vous dire que, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça n'est pas votre faute. » Et là, elle prend ses mains dans les siennes. Nous avons, ma famille et moi, vu tout le dossier. Et nous avons lu votre lettre. Nous sommes croyants. L'accident, ça n'est pas votre faute. Ça pourrait arriver à n'importe qui, n'importe comment. Ça devait sans doute arriver cette nuit-là. Et vous êtes impliqués. Mais nous avons discuté beaucoup. Et nous ne voulons pas qu'une deuxième vie soit brisée. Vous n'y êtes pour rien. C'est le hasard. C'est le destin. En tout cas, vous avez notre pardon. Et là, elle l'enlace. Et lui, la tête penchée sur son épaule, il est bouleversé. Et il bredouille. Merci. Merci. Le procès a eu lieu quelques heures plus tard, mais ça n'avait vraiment plus aucune importance. Voici une histoire d'avocat que je tire du livre de Maître Mo,
publié aux éditions Les Arènes. Maître Mo, c'était le pseudonyme de l'avocat lillois Jean-Yves Moyard, décédé il y a quelque temps. Et Maître Mo tenait un blog dans lequel il racontait des histoires qu'il avait vécues. En voici une histoire d'inceste et de violence intrafamiliale. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Ça a commencé en début d'après-midi. Un premier appel téléphonique. Et Laurence raccroche. Au bureau. Personne ne doit savoir. Il rappelle. Peut-être 20 ou 30 fois. Elle sent le vibreur dans sa poche. Mais elle tient bon. Elle fait semblant de bosser, malgré les douleurs au ventre qui la reprennent. Et puis arrivent des SMS. 3 coups sur coup. Tu réponds pas? Ok, je vous attends les 3. On va discuter. Tu as tort de pas me répondre. Je vais lui arracher son clito. Je vais la massacrer. Je vais la défigurer. Quand elle lit ce dernier message, Laurence sent la sueur qui lui inonde le dos. Elle le connaît, Igor. Elle ne le connaît que trop. Au bout de 20 ans. Ça n'est pas une menace en l'air. Il va s'en prendre à Nathalie, sa fille, car il vient d'apprendre qu'elle avait enfreint une règle. D'après le bulletin de son lycée professionnel, Nathalie a séché les cours 2 jours et elle ne l'en a pas informé. Alors que bordel de merde, il doit tout savoir. On ne doit jamais lui mentir. Sale pute de Nathalie. Et forcément, elle a fait quelque chose d'interdit pendant ces 2 jours. Quoi? Hein? Quoi? Elle a flirté avec un mec? Avec plusieurs? Dis-moi ce que ta sale pute de fille a fait! Elle sait, Laurence, que comme tous les jours, il les attend, déjà armé de sa rallonge électrique pliée en 2 pour les fouetter. Mais aujourd'hui, c'est différent. Elle le sent. Elle le sait. Et elle n'a toujours qu'un seul but. Protéger ses filles, vaille que vaille, s'interposer entre elles et lui. Elle sait aussi que ses filles vont bientôt sortir de cours, qu'elles vont sauter pour prendre le bus, et que elle, Laurence, elle travaille trop loin. Elle ne pourra pas y être à temps. Elle ne peut pas les appeler non plus puisqu'elles sont en plein cours. Elles ne décrocheront pas. Reste un SMS. Laurence ne leur en envoie que très rarement parce que Igor ne travaille pas, mais il est informaticien. Il arrive à savoir d'après l'historique les messages qui ont été envoyés et à qui. Et s'ils ont été effacés, il les retrouve. Mais là, c'est un cas d'urgence. Laurence ne veut pas que Nathalie rentre à la maison. Alors elle envoie un message simultanément à ses 2 filles. Votre père est fou de rage. Il sait pour l'absence de Nat. Il veut lui faire du mal. Il faut qu'on trouve une solution. Rappelez-moi. Maman. Et elle attend. 16h10, 16h15, 16h20, 16h25. Toujours rien. Et puis enfin son téléphone sonne, elle décroche sans regarder. Allô? Nat? Oh bon sang, je crevais de trouille. Et là, une voix calme, froide lui coupe la parole. Pourquoi tu crevais de trouille, grosse vache? Qu'est-ce qu'elles foutent, les filles? J'arrive pas à leur parler. Aucune des 2 décroche. Elle le connaît, Laurence. Ce ton-là. Elle sait ce que ça signifie. Alors elle lui raccroche au nez, comme ça. Et à ce moment-là, son téléphone sonne à nouveau, et merci mon Dieu, ce sont bien ses filles. Pas Nathalie, mais sa sœur, Stéphanie. On était déjà dans le bus quand on a eu ton message, maman. Alors on a décidé de descendre 2 arrêts avant la maison. Là, on est sous la pluie, près de l'église. Papa a essayé plein de fois de nous appeler. On n'a pas répondu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a des instants où tout bascule. Quelques secondes qui transforment votre vie. Tout à coup, brusquement, vous savez ce que vous avez à faire. Laurence se surprend elle-même. Écoute, Steph.
Écoutez-moi toutes les deux. On va au bout. Voilà ce qu'on fait. Je vais déposer plainte, on va aller chez les flics. Et vite, hein, parce qu'il doit vous chercher. Maman, mais il va te... Non, c'est décidé, on n'a pas le choix. Tu me dis que vous êtes à côté de l'église ? Le poste de police est tout près de la mairie. Vous allez à pied jusqu'à la mairie et je vous retrouve sur la route. On y va toutes les trois. D'accord ? Je vais tout raconter. Ils seront obligés de réagir, ils vont l'arrêter. Maman ? Quoi ? Tu vois une autre solution ? Non. C'est ce qu'on doit faire. Tu as raison. Mais... on aurait dû... Et là, à l'autre bout, c'est Nathalie qui prend l'appareil. Maman ? Maman, ce que Steve veut te dire, c'est qu'il nous viole. Tu comprends ? Depuis des années, depuis toute petite, il nous viole. Tout le temps. Laurence est en état de choc. Elle aurait pu, elle aurait dû voir, elle aurait dû entendre. Quand Laurence arrive devant le commissariat, la nuit est tombée. Et en reconnaissant la voiture de leur mère, Nathalie et Stéphanie sortent de l'ombre. Et Laurence regarde ses filles. Et elle leur murmure. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Et elle ouvre grande la porte du commissariat. Les voilà sur un banc, qui attendent. Pourquoi vous ne m'avez pas... On a essayé, maman. Plusieurs fois. Mais on ne pouvait pas te le dire. Il répétait que c'était un secret, que ça te tuerait, qu'on nous placerait. Moi, je pensais que tu ne croirais pas. On était tellement sales, tu sais. Parfois, j'ai pas su comprendre. Mais je vous aime. Et je vous aimerai toujours. Et là, Laurence s'interrompt, net, brusquement, envahie par cette espèce de peur glacée. La grande porte du commissariat s'est à nouveau ouverte. Un homme entre. Il a le visage fermé et dur. C'est Igor. Il est là. Il les a retrouvés. Laurence se lève. Il est devant elle. Et elle est toute droite, toute blanche. Monument de courage devant cet homme qui les a tellement meurtris. Et elle tend le bras bien droit, paume à la verticale. « Stop, Igor. Stop, c'est fini. Je sais tout. » Il fronce les sourcils. C'est la première fois qu'on tient tête au maître. Et sa main remonte malgré lui et malgré le lieu. Et là, une main ferme se pose sur son épaule et il se retrouve face au policier du guichet. « Bonjour, monsieur. On se calme, hein. Vous êtes ? Tout va bien. Je suis le mari de madame. Je m'inquiétais pour elle et pour mes filles, elles n'étaient pas rentrées. Parfait, parfait. On va voir ça. Madame, vous allez venir avec moi. Et vous, monsieur, vous allez vous asseoir là-bas. D'accord ? Mais je sais pas ce qu'elle veut vous dire. Je peux lui parler avant, peut-être, quand même, non ? Non. Votre femme va d'abord me parler, c'est la procédure. Laurence parle. Mais probablement parce qu'elle est en pleine décompensation, par un de ces tours de passe-passe mentaux qui ne se maîtrisent pas. Oui, elle minimise. Elle n'évoque pas les violences physiques les plus récentes. Mais le policier n'est pas idiot ni débutant, alors il la laisse venir, quitte à la bousculer au bon moment, pour que l'essentiel sorte. Pourquoi venir dénoncer ces faits aujourd'hui, madame ? Parce que personnellement, j'aurais pu tout supporter. Mais maintenant, il s'en prend à mes filles. Nathalie m'a parlé de se suicider il y a quelques jours. Comment s'en prend-il à vos filles ?
il les espionne. Il regarde leur correspondance téléphonique. Il veut qu'elle soit toujours joignable. Mais enfin, madame, là, vous dénoncez un père attentif. Non. En fait, mon mari viole mes 2 filles. Je veux porter plainte contre lui. Igor a été placé en garde à vue. Il a nié, au début. Et puis il a reconnu des rapports sexuels avec ses filles depuis leurs 12 ans. Mais consentis, selon lui. Il a été mis en examen pour atteinte sexuelle et viol sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant et placé en détention provisoire. L'instruction a duré 1 année. On a énormément parlé d'emprise. Cette notion de domination morale jusqu'à l'écrasement qui broyait la famille et qui faisait de sa femme et de ses filles des choses modelables à volonté en fonction de ses envies. Elles ont fini par penser qu'elles souffraient suffisamment pour aller voir un avocat et lui demander de les assister. Et c'est là donc que j'ai fait leur connaissance. Un an et demi après la plainte, Igor a été reconnu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Et il a été condamné à 16 années de réclusion criminelle. J'étais particulièrement heureux de cette condamnation-là. Il a fait appel et sa peine est passée à 18 ans de réclusion. Vous forcez mon admiration, Laurence et les filles. Vous êtes 3 femmes exceptionnelles. Vraiment. Je vous souhaite une belle vie. 3 histoires donc que j'ai tirées du livre de Maître Mot. Et pour lui rendre hommage, en quelque sorte, un certain nombre d'avocats ont tenu à ce qu'on ressorte en livre les histoires de Maître Mot. C'est donc ce livre aux éditions Les Arènes. Et parmi ces avocats, il y a vous, Maître Éric Morin. Vous êtes vous avocat au barreau de Paris. Vous avez rencontré Maître Mot via Twitter, c'est ça ? Oui, j'ai rencontré Jean-Yves Moyard, alias Maître Mot. C'est drôle parce que vous disiez Maître Mot, alias Jean-Yves Moyard. Oui. Et c'est vrai que les deux sont entremêlés. En 2013, on se suivait sur Twitter. Il était déjà très connu sur ce réseau. Il en riait d'ailleurs, parce qu'il disait que être connu sur Twitter, c'est comme être riche au Monopoly. Et un jour, on a voulu se rencontrer en vrai. Il venait plaider à Paris. Et on s'est retrouvés derrière le palais de justice, place Dauphine. Et puis on s'est tout de suite très bien entendu. Et on est devenus amis. Quand il est mort, ça a été un moment étonnant sur Twitter en tout cas, c'est-à-dire qu'on a vu la totalité quasiment des avocats de France pleurer sa mort. Il avait 60 000 followers sur Twitter, ce qui est quand même un très bon score, nettement supérieur à votre serviteur et à vous sans doute. Exact. Ouais. Il représentait quelque chose manifestement pour le monde des avocats. Qu'est-ce qu'il représentait ? Il représentait pas seulement pour le monde des avocats, mais pour le monde judiciaire dans son ensemble, magistrats, étudiants. Beaucoup de témoignages sont venus après ce 20 février pour venir dire, moi, si je suis devenu avocat ou si je suis devenu magistrat, c'est parce que je lisais son blog, les histoires de son blog qu'il écrivait dans ses insomnies, parce qu'il se levait très très tôt dans la nuit. Dès qu'il y en avait une nouvelle, on se l'échangeait, on se l'envoyait, on la lisait. Et il était comme la première histoire que vous avez racontée, sa première plaidoirie où il se prend les pieds dans cette satanée robe. Personne ne sait, à part ceux qui la portent, qu'effectivement il y a des plis à l'intérieur et que c'est assez compliqué. Et il se mettait en scène, mais sans faux semblant. Il aimait rire de lui-même, il aimait avoir de la dérision sur lui-même. Il se prenait pas au sérieux, mais il racontait des histoires aussi très sérieuses. Alors ce livre est particulièrement bien écrit. C'est donc qu'il avait aussi à côté un talent d'écrivain. Il avait un talent pour raconter les histoires. Il aimait raconter les histoires, il en racontait à ses enfants, puis un jour il a décidé de les raconter un peu plus publiquement. Et puis il aimait aussi raconter la justice de l'intérieur. C'était un peu comme un mécanicien à l'ancienne. Vous savez, aujourd'hui, nos voitures, quand on les emmène au garage, on les branche sur un ordinateur et puis on appuie sur des touches et puis tout est réparé. Lui, c'était un peu un mécanicien à l'ancienne. Il mettait les mains dans le cambouis de ses dossiers, qu'il défende des auteurs ou qu'il défende des victimes.
partie civile, comme dans la troisième histoire. Voilà, il la racontait de l'intérieur et du début jusqu'à la fin, mais en mettant parfois un focus. L'histoire de l'accident est tellement bouleversante parce que finalement, il raconte pas le procès. Le procès n'avait plus aucune espèce d'importance. On est nombreux, nous, avocats pénalistes, à avoir vécu ce type d'audience avec des homicides involontaires à la suite d'accidents mortels de véhicules où effectivement, il y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de fatigue, il y a une faute à pas de chance. Ça arrive. Ce sont des audiences extrêmement douloureuses où vous avez tout le malheur du monde qui s'est abattu sur une famille, mais aussi le malheur du monde qui s'est abattu sur un conducteur qui n'a pas pu éviter l'accident. Lorsque, effectivement, il y a pas On appelle en ces général un chauffard, d'ailleurs. Oui, mais le chauffard, c'est celui qui viole les règles, qui monte à 200 km/h, qui brûle les feux rouges, qui prend l'essence interdite, qui fume du cannabis alors que c'est interdit, ou qui prend le volant alors qu'il a bu. Là, ces histoires-là, on les a vécues, et c'est cette justice un peu quotidienne qui est souvent racontée dans la presse quotidienne régionale, mais de manière beaucoup plus fugace. Et lui, à chaque fois, a voulu s'appesantir pour raconter l'humain derrière. Il avait un goût manifeste pour le pardon. En tout cas, c'est ce que raconte cette histoire d'accident. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez avec lui, ça ? C'est vrai qu'il y a très peu de pardon dans les procès. Il est très rare qu'une partie civile se lève et se tourne vers l'accusé et dise « Nous avons réfléchi avec mon mari, nous vous accordons notre pardon ». C'est vrai que c'est rare. C'est vrai que ce sont des scènes... On dit que les audiences pénales, c'est une catharsis, c'est-à-dire qu'on va purger les passions. Et forcément, dans une audience pénale, on raconte une histoire qui s'est passée. Et on va la rejouer en quelque sorte. Alors parfois quelques jours après, quand on est en comparution immédiate, parfois quelques années après, lorsque l'on est devant une cour d'assises. Mais en tout cas, on va rejouer une scène. Et ce temps qui passe, et puis le caractère des uns et des autres, je ne sais pas s'il était attaché au pardon. En tout cas, c'était quelqu'un qui... était profondément attaché à accoucher la parole des uns et des autres. Et ensuite, à être ce porte-parole. Avocat, on est appelé à l'aide étymologiquement, mais on va porter la parole de ceux qui parfois ne savent pas parler, bien s'exprimer, n'ont pas les codes, vont aussi paniquer, puis sont accusés lorsqu'ils sont accusés. Et lorsqu'on est accusé, on est un piètre défenseur de soi-même. C'est pour ça que les avocats existent. Et c'était un avocat, j'ai envie de dire... ordinaire. Oui, il disait, tu sais, moi je suis qu'un petit avocat de province. Ouais. Il était très attaché à sa ville. C'était un Lille, donc. À Lille, un Lillois de cœur, profondément attaché à cette région, profondément attaché aux gens, ceux qui ont dans le cœur. Ouais. On connaît la chanson. Et quand il venait à Paris, il avait toujours ce petit sentiment d'infériorité qu'il aimait bien cultiver ou faire croire, alors qu'il avait un immense talent. Et c'était un avocat, oui, ordinaire, de la justice ordinaire. Vous savez, de celle dont on ne parle pas obligatoirement. C'est pour ça que j'ai voulu raconter ces histoires, en fait. Ces histoires qui ne font pas la une des journaux, dont on ne parle pas. Mais notre justice, certes, qui est bien malade, qui était déjà bien malade avant le Covid et qui est encore bien malade après la pandémie, mais elle fonctionne tous les jours. Tous les jours, il y a ces histoires-là que lui a voulu raconter, en préservant d'ailleurs le secret professionnel, en changeant parfois... Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien. Voilà, ouais. En changeant les prénoms, éventuellement. Voilà, en changeant les prénoms, les dates, les lieux. Mais en même temps, on parle de la justice tous les jours. Voilà, c'est devenu un sujet d'actualité, soit à travers un certain nombre d'affaires, de procès importants qui se déroulent, soit à travers le budget de la justice, les déclarations du garde des Sceaux et les histoires de prison et autres. Mais en même temps, le Français, il ne connaît pas sa justice. Le Français, on va dire ordinaire, quand il va avoir affaire à la justice, c'est parce qu'il va divorcer, donc il va voir le juge aux affaires familiales, c'est quand il va être licencié, il va aller au conseil de prud'homme, mais la justice pénale telle qu'il la raconte, elle concerne finalement assez peu de Français. Et lorsque le Français est confronté à cette justice pénale, c'est toujours avec une certaine immédiateté, une certaine violence. Il n'a pas les codes. Et là, ce qu'il raconte, c'est comment on défend. C'est un livre d'utilité publique pour tous les étudiants, aspirants avocats ou magistrats. Comment on défend, comment on s'entretient, qu'est-ce qu'on cherche à faire dire. On nous présente parfois de manière assez caricaturale. Nous, les avocats, on n'est pas là pour mentir aux juges, on est là parfois pour porter, toujours pour porter une parole, et puis pour faire un zoom
Moi, j'aime bien cette expression de faire un zoom sur telle ou telle partie du dossier. Lorsque vous avez un appareil photo, que vous êtes en montagne et que vous allez zoomer sur telle ou telle partie de la montagne, vous vous occupez pas du reste, vous mentez pas, vous avez choisi un angle. Et puis, si jamais cet angle, il n'est pas suffisant pour le procureur, à charge pour le procureur de raconter le reste de la montagne. Finalement, c'est ce qu'on fait, nous. On vient mettre un focus particulier sur tel ou tel élément qui nous paraît important pour défendre nos clients. Est-ce qu'au fond, le métier d'avocat existe vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, deux sortes, au minima, d'avocats, c'est-à-dire ceux qui font du pénal d'un côté, et de temps en temps quelques divorces et quelques affaires civiles pour arrondir les fins de mois, et puis les avocats d'affaires. Parce que Maître Mo, c'est pas un avocat d'affaires. Et le sentiment qu'il donne, c'est d'être une race à part par rapport à une grande majorité d'avocats qui font un autre métier que le sien et que le vôtre. Alors, je ne dirais pas qu'il y a deux sortes d'avocats. On est 36 000 avocats, je crois, en France. Je crois qu'il y a 36 000 manières d'être avocat. Et qu'à partir du moment où vous rajoutez un adjectif au mot avocat, finalement, vous le perdez un peu. On est tous avocats. Avocats d'affaires, comme avocat pénaliste, comme avocat civiliste, comme avocat qui fait du droit du travail. Simplement, on a une mission, pas sacrée, qu'il l'est de moins en moins, parce que notre secret professionnel est attaqué par le législateur, mais avocat d'affaires ou avocat pénaliste, on vient recueillir des confidences. On sait que lorsqu'on va aller chez l'avocat, c'est comme quand on va aller chez le médecin, lorsque l'on va donner une information à un journaliste, eh bien, ce secret des sources, ce secret médical, ce secret de l'avocat, il doit être absolu, il doit être défendu. Et à ce moment-là, on est investi d'une mission, quelle que soit la matière juridique dans laquelle on exerce. Évidemment que le pénal, c'est aussi les faits divers, vous connaissez ça bien, ce sont à la fois les petites escroqueries, les petites violences, et puis les vrais drames humains. Et dans ces histoires-là, il y a des vrais drames humains, quelle que soit la partie que l'on défende. Et c'est ça, finalement, qui a fait qu'avec quelques amis, et puis Laurent Beccaria, le directeur des Arènes, on a voulu rééditer ce livre, qui avait connu un petit succès d'estime dont il était assez fier, mais pas assez. Il avait été épuisé, c'est-à-dire... Il était épuisé, on nous l'a réclamé le week-end de son décès, on a rajouté quelques textes inédits, ainsi que le texte lu par sa femme à ses obsèques, et ça fait un bel objet. Est-ce qu'il aurait aimé qu'on raconte ces histoires post-mortem? Autrement dit, avait-il un petit peu de vanité? Ce qui est en général très partagé chez les avocats. Je crois qu'il en aurait beaucoup ri, mais en même temps, il en aurait été très flatté. C'était quelqu'un qui était un bon vivant, c'était quelqu'un qui ne comptait pas ses heures, qui comptait encore moins ses heures de sommeil. Il est parti bien trop tôt, sans doute à cause de cela. C'est un métier qui ronge, c'est un métier qui use. Moi, je dis souvent à mes clients, vous m'avez confié vos soucis, maintenant c'est moi qui les porte. Je vous assure que parfois c'est lourd à porter, même quand on a 20 ans, 30 ans ou 40 ans de barre. C'est sans doute ce métier qui l'a aussi trop usé, parce qu'on pense pas assez à sa santé, et peut-être plus à la santé de ses clients. Mais voilà, c'était lui, Maître Mo. Le livre s'appelle « Le livre de Maître Mo ». Il paraît aux éditions des Arènes. Il est signé Jean-Yves Moyard. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.